Le Brésil, grand favori de la Coupe du Monde, c'est comme ça tous les 4 ans. Mais vous êtes-vous posé la question pourquoi et comment ce grand pays d'Amérique du Sud est-il devenu la terre de football par excellence? Comment est né le fameux dribble, cette action de jeu qui fait se lever tout un stade? Et que sait-on réellement de ce football qui rythme la vie brésilienne et qui marque toute une société? Vous allez tout savoir grâce à nos deux grands témoins. Olivier Guèze, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur de ce livre Éloge de l'esquive, édition Grasset. Avec nous également sur TV5 Monde, en direct de Grenoble en France, Michel Raspeau. Vous êtes sociologue, vous publiez Histoire du football au Brésil, c'est aux éditions Chadaigne. Restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. Le temps pour moi de demander à Olivier Guèze d'où vient au juste le dribble. Didier Roustan tout à l'heure nous faisait patienter, dites-nous tout. Alors le dribble vient de très très loin en fait. C'est le produit d'une longue histoire qui est notamment liée à l'esclavage au Brésil. À la fin de l'esclavage, donc la fin de l'esclavage correspond à peu près à la période où le football a été introduit au Brésil. Et au départ, c'est un football qui est plutôt réservé à une élite blanche, aristocratique, très snob. Et les Noirs et les Métis se mettent assez rapidement à jouer, mais de leur côté, en fait. Les premiers Métis qui vont oser jouer avec des Blancs, en tout cas je parle dans les grands clubs, vont se travestir, vont se poudrer le visage, vont se lisser les cheveux. Et parmi ces joueurs, on trouve un certain Arthur Friedenreich, qu'on surnommait le Tigre, qui est encore aujourd'hui le buteur le plus prolifique de l'histoire du football, qui a marqué plus de 1300 buts, 1329 exactement. Et ce Friedenreich déconcertait ses adversaires par ses feintes, ses esquives. Et pourquoi en fait Friedenreich jouait comme ça? Parce qu'il avait peur des contacts avec les défenseurs blancs. Et donc ce style vient au départ justement de l'antagonisme entre les blancs et les joueurs de couleur. La peur des coups sur le terrain, mais aussi après le match. La peur des coups après le match, et aussi parce que les arbitres sanctionnaient beaucoup moins les fautes sur les joueurs de couleur que sur les joueurs blancs. Et donc c'est comme ça, c'est dans ce cadre-là que naît le dribble au Brésil, et on retrouve d'ailleurs les racines africaines de ces joueurs, parce qu'on retrouve un peu ce même mouvement de taille, de bassin, ce jeu de jambes dans la samba et dans la capoeira. Le mouvement de hanche c'est celui de la samba en fait. C'est la même chose, c'est les mêmes racines. Alors je me tourne vers vous, Michel Raspeau, en direct de Grenoble. Je rappelle que vous êtes sociologue. Alors comment et quand le football est-il devenu sport national dans ce pays, le Brésil ? C'est une longue histoire. On pourrait identifier plusieurs étapes. D'abord la fin des années 1910, début des années 1920. Où une première popularisation va avoir lieu, d'une part avec l'intégration, comme l'a dit notre ami Guèze, de la part des Noirs dans les clubs ou des Métis dans les clubs, avec en particulier la victoire de la Seleção dans la Copa América de 1919 à Rio de Janeiro, avec justement un but de la victoire marqué par Arthur Friedenreich. Et puis ensuite, évidemment, dans les années 30, avec la professionnalisation du football au Brésil, et puis cette équipe de Coupe du Monde qui aurait dû gagner en 1938 si Leonidas da Silva, la grande vedette de l'époque, n'avait pas été laissé sur le banc en demi-finale contre l'Italie. Et de plus, cette Coupe du Monde 1938 avait été retransmise en direct à la radio de façon intercontinentale, donc entre la France et le Brésil, et ça a participé de manière très importante de cette popularisation. Et puis ensuite, il y a bien sûr la Coupe du Monde 1950. Alors, plus qu'un sport, Olivier Guèze, c'est un art de vivre dans le dribble. Vous l'avez dit, on retrouve notamment ce mouvement de hanche. Peut-être une lecture, la vôtre, sur ce que représente le sport dans cette société ? Donc c'est pas une démonstration, ça va. Le foot... Encore une fois, le foot a permis notamment aux Brésiliens de se souder, en fait, parce que au 1920-1930, l'esclavage a été aboli seulement depuis 30-40 ans. Et donc c'est encore une nation extrêmement divisée entre une vieille aristocratie d'origine portugaise, tout un peuple de métis et de fils d'esclaves, et puis vous avez tous ces nouveaux arrivants d'Europe, des Allemands, des Italiens, des Polonais, etc., etc. Et donc il y a différentes partie de cette société qui commence en fait à se réunir autour de l'idée de ce qu'un grand sociologue a appelé, qui s'appelait Gilberto Freire, le football mulatto, donc le football mulâtre. Et l'état fort que met en place Vargas dans les années 30
comprend très bien quel rôle peut jouer le football et va promouvoir ce football. Et on parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde 38. Vargas va envoyer sa fille avec la délégation brésilienne à la Coupe du Monde qui a lieu en France. Donc très rapidement, la nation brésilienne va se souder autour du football. Alors des grands dribbleurs, on en connaît beaucoup au Brésil. Bien évidemment, il y a Pelé, Socrates, Ronaldinho plus récemment. Mais le dribbleur par excellence, c'est Garrincha. Vous en parlez dans le livre. Oui, bien sûr, je parle de Garrincha parce que c'est un personnage absolument hors norme. À la fois, c'est un footballeur qu'on ne peut plus retrouver aujourd'hui. C'est un footballeur qui n'aurait même jamais dû atteindre le haut niveau parce qu'il avait la polio, il avait les jambes complètement tordues. Il était vraiment stupide, il était quasiment débile. C'était un obsédé sexuel en plus. Mais il avait ce don pour dribbler. Il faisait toujours la même chose, c'est-à-dire il partait systématiquement à droite. On ne savait jamais exactement quand il allait démarrer. Et du temps de sa splendeur, au tournant des années 60, c'était un footballeur absolument hors norme. Alors on va voir maintenant l'évolution qu'a connue le football brésilien avec vous, tous les deux messieurs. Je vous propose de regarder aujourd'hui les atouts de la Seleção, l'équipe nationale brésilienne. On en parle juste après. 5 titres mondiaux, un record et une victoire l'an dernier en Coupe des Confédérations face aux Espagnols, champions du monde en titre. La Seleção ne cache pas ses ambitions pour sa deuxième Coupe du Monde à domicile. Scolari a déjà fait ses preuves. Il avait conduit le Brésil à son 5e titre en 2002 et il est épaulé par Carlos Alberto Parreira, vainqueur du 4e titre en 1994. Autre valeur sûre de la Seleção, Neymar, sacré meilleur joueur de la Coupe des Confédérations l'an dernier. Une star entourée de joueurs chevronnés comme le capitaine du PSG, Thiago Silva, considéré par beaucoup comme le meilleur défenseur du monde. Regardez les joueurs qu'on a dans l'équipe. On a la défense la plus chère du monde. On a Maxwell avec nous et plein d'autres. On est une équipe super, très bonne, avec des joueurs expérimentés, de qualité et respectés sur le plan international. Mais des joueurs sur qui va peser une énorme pression pour ce mondial joué à domicile. Leur pays a été secoué par des manifestations sans précédent pour réclamer plus de services publics et dénoncer les dépenses colossales liées à la Coupe du Monde. Un enjeu supplémentaire pour une équipe qui, bien que 3e au classement FIFA derrière l'Espagne et l'Allemagne, doit déjà gérer un statut de favori numéro 1. Les futurs adversaires du Brésil misent là-dessus pour créer la surprise, mais Marcelo, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, l'assure, cette pression ne sera pas un handicap, au contraire. Cette pression d'être les favoris, ça ne me dérange pas. On sait le potentiel qu'on a. On connaît nos objectifs. Donc cette pression qu'on a est même une bonne pression, parce qu'on reste alerte. Pour la Seleção, tout autre résultat que le titre de champion du monde serait un fiasco. Elle a en effet une grande revanche à prendre sur l'histoire, effacer à jamais ce qui est resté comme un traumatisme national, sa défaite lors de la finale en 1950 à domicile face à l'Uruguay. Et justement, on va y revenir sur cette finale perdue en 1950 et sur les conséquences parfois qui dépassent les normes. Mais d'abord, cette information, l'Allemagne vient d'inscrire un 2e but. Les Allemands mènent 2-0 face au Portugal. Michel Raspo en direct de Grenoble en France. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous êtes l'auteur de l'histoire du football au Brésil. Alors selon vous, quelle évolution ces dernières années le jeu brésilien a-t-il connu, notamment avec tous ces joueurs qui s'expatrient dans les grands clubs européens ? Ah, bien comme on l'a dit tout à l'heure, il a subi une évolution qui est une forme d'européanisation du football, même si les Brésiliens conservent cette capacité de dribble, et on l'a bien vu avec l'interview précédente, la défense est devenue un point fort du Brésil, et on voit aujourd'hui que les grandes nations du football jouent à peu près sur un même modèle où le physique est très très présent. Et ils savent donner des coups désormais aussi, les défenseurs brésiliens. On se souvient de Carlos Moser notamment. Ils ont toujours su donner des coups, mais on ne les voyait pas avec les moyens de télévision qu'on avait à l'époque. Il y a une grande tradition de défenseurs au Brésil. Peut-être on exagère un petit peu quelquefois sur les attaquants brésiliens, mais depuis les années 30, depuis le début. Le meilleur du monde aujourd'hui d'ailleurs, qui joue au Paris Saint-Germain. Ça, je ne sais pas si c'est le meilleur défenseur du monde, Thiago Silva. L'un des meilleurs, oui, certainement. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur. En tout cas, sur le premier match, je ne l'ai vraiment pas trouvé très bon. Sur cette évolution du football brésilien, comment vous l'expliquez ? On évoquait donc justement ces joueurs brésiliens qui jouent dans les grands clubs en Europe.
Oui, ça, il y a de telles exigences physiques, tactiques, c'est-à-dire que dès 15-16 ans, ils se préparent à partir en Europe. Donc mais même les clubs brésiliens insistent beaucoup plus sur le foncier, sur le physique qu'auparavant. Donc il y a beaucoup moins de place à l'improvisation, à cette idée de beau jeu qu'il y avait jusqu'au début des années 80. Quel regard portez-vous sur les troubles que connaît aujourd'hui le Brésil ? On a du mal à analyser ce qui se passe. Beaucoup découvrent avec un certain effarement comment ça, le Brésil, justement, terre de football, ce qui nous rassemble aujourd'hui tous les trois ce soir. Le Brésil, pays du football, peut avoir aussi des gens qui disent il ne faut pas tout mettre non plus dans ce sport. Je pense pas qu'ils manifestent contre le foot. Je pense qu'ils manifestent. Enfin, c'est même pas. Je suis certain qu'ils manifestent contre les coûts de cette Coupe du Monde et ils manifestent contre les exigences de la FIFA. C'est très différent. Mais ils ne manifestent pas contre le football. Et je pense que si la sélection brésilienne se met à bien jouer et si elle progresse dans la compétition, je pense qu'au fur et à mesure, il va y avoir cette espèce d'union sacrée autour de la sélection. Après, ils auront d'autres occasions de manifester. Il y a les présidentielles dans quelques mois, il y a les Jeux de Rio dans 2 ans, donc c'est pas ça qui va manquer. Michel Raspaul, le football, un sport en phase avec une société, c'est ce que vous diriez s'agissant du Brésil ? Oui, il est en phase avec une société. Il s'européanise comme le Brésil s'européanise en termes de classe moyenne brésilienne, celles qui protestent effectivement dans la rue, qui sont aujourd'hui des classes éduquées, qui réclament la démocratie, qui veulent que la corruption cesse. C'est un football qui est en phase avec sa société. Ouais. Alors, Olivier Gaz vient de nous dire si le Brésil gagne. Moi, je vais vous dire si le Brésil perd, est-ce qu'on peut revivre ce qu'on a vécu en 1950, à savoir un gardien de but qui tombe dans l'oubli, dans la déchéance ? Est-ce que cette forme de violence, elle existe encore dans le rapport des Brésiliens à ce sport ? Oui, elle existe encore. Tout dépend à quel moment, si le Brésil perd, il va perdre. Est-ce que ça sera en 8e de finale ou en finale ? Évidemment, ça n'aura pas la même importance et le même degré de gravité, entre guillemets, pour la société brésilienne. Mais effectivement, ça sera une chose grave. Et comme en 1950, on va rechercher des boucs émissaires, des victimes émissaires, des responsables de cette défaite, puisque le Brésil doit gagner cette Coupe du Monde. On a vu Dilma Rousseff, la présidente, lors de la cérémonie d'ouverture. Elle assistait également au match du Brésil face à la Croatie. On l'a vu se lever comme une vraie passionnée de football. Est-ce qu'au même titre que cela existait en France, par exemple, est-ce qu'une certaine forme de récupération politique, dans la victoire comme dans la défaite, s'est déjà vue au Brésil ? Ça s'est déjà vu et comme ça se voit dans tous les pays du monde, à partir du moment où une équipe nationale et un grand événement sportif est organisé, il y a une récupération politique. C'est une évidence partout dans le monde. Olivier Gaz, vous êtes d'accord partout dans le monde ? J'évoquais bien entendu la France de 1998, Black Blamber. Bien sûr, mais dans les années 30, par exemple, l'Italie mussolinienne a énormément profité des victoires de l'Italie aux Coupes du Monde 34-38 et pour le cas du Brésil, les généraux qui étaient au pouvoir en 70, lorsque c'est cette formidable équipe brésilienne qui l'emporte à Mexico, ils ont énormément utilisé l'image de Pelé, point levé vers le ciel mexicain, pour montrer combien le Brésil était en train de se développer, combien il était en train de progresser et combien le Brésil vraiment faisait partie des géants du monde. 2 ouvrages précieux si vous voulez aller plus loin. Éloge de l'esquive d'Olivier Gaz, édition Grasset, et l'histoire du football au Brésil, signé Michel Raspaul, en direct avec nous de Grenoble en France. Merci à vous Michel Raspaul. Merci également à vous Olivier Gaz pour cet éclairage sur le Brésil et le football.